En revanche, le créole, elle le maîtrise. Je suis à ma Tu place. t'es trompé de communauté. En fait, moi, ici, je me suis jamais sentie reconnue. On m'a toujours dit que je ressemblais à quelque chose, mais on n'a jamais su me dire à quoi. On va faire des zooms sur tes larmes de gros bébé. Salut les tatas! Salut. Trop contente de vous retrouver. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Tata Candy, Tata Laetitia et Tata Linda, c'est moi. Donc, on est toutes les trois aujourd'hui pour discuter d'un nouveau sujet qui est tadam, la reconnexion à ses origines. Tu l'as trop bien fait. Merci, je suis musicienne. Alors, et il me semble qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez effectivement reconnecté avec la terre de vos racines. Toi, tu es partie Au Vietnam, et toi, tu es allée En Inde. Non, c'est pas. au Brésil, c'est les mythos. Brésil encore, Brésil, Venezuela. Costa Rica. Non, au Cambodge. Et j'aimerais du coup aborder ce sujet avec vous et savoir un peu quelle a été votre sensation. Est-ce que vous avez déjà eu cet appel avant à reconnecter avec le Vietnam ou avec votre identité et comment ça s'est passé surtout? Est-ce que tu veux commencer, Laetitia? Alors déjà, je vais faire une révélation. Je suis donc d'origine cambodgienne, mais pas que. Je suis eurasienne. Donc, voilà, j'ai 50% donc française, mais plus précisément, je suis charentaise. Donc voilà, big up La Rochelle. Et je suis cambodgienne, mais je suis chinoise cambodgienne. Donc, Candy, tu peux me dire qui je suis? Je suis une... Tétchou. Ouais. J'en connaissais aucun avant toi et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça maintenant. Et c'est vrai que déjà, pourquoi il y a beaucoup de Tétchou en France? Parce que moi aussi, je connaissais pas tellement avant. Tu sais, genre moi j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois et les Asiates qu'il y avait, c'était des Vietnamiens, des Chinois ou des Laotiens. Mais Tétchou, c'était un concept que j'ai découvert il y a quelques années. Alors déjà, où est-ce qu'ils sont les Tétchou en fait? Ils ont souvent en fait été donc au Cambodge, au Vietnam, et quand Linda, tu dois le savoir, qui sont les Asiatiques de France sont souvent quand même d'Asie du Sud. Ouais, les Asiatiques de France, en fait, il y a eu de grosses vagues de migration d'Asie du Sud-Est dans la fin des années, la fin des années 70, début des années 80, dû au communisme en fait qui s'est emparé de pays comme le Vietnam, le Cambodge, le Laos aussi. Et voilà, donc du coup, forcément, comme on vient, donc il y a une grosse communauté. Je crois que la plus grosse communauté était au Cambodge. Donc forcément, aujourd'hui, on Plus va grosse retrouver communauté de Tétchou. de Tétchou. Maintenant, je pense qu'elle est en Thaïlande. Et donc, du coup, on va retrouver forcément une grosse communauté également en France. Donc, la question, c'était est-ce que j'avais envie de retourner au Cambodge avant ? Non, parce que je me sentais, peut-être de par mes origines multiples, je me sentais ni française, un peu compliqué, je me sentais ni cambodgienne, je me sentais un petit peu chinoise, puisque du coup à la maison on mangeait chinois, on parlait chinois, etc. Mais du coup j'avais aucune connexion avec le Cambodge, puisque j'avais pas la langue, et je j'arrivais pas à m'identifier à ce pays en fait. Donc du coup ça ne m'est pas venu comme ça tout de suite. Et toi Candy, donc du coup, tu es vietnamienne. Ouais. Tu le dis d'ailleurs dans un... c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans l'épisode de podcast où tu te confies sur tes origines. Et est-ce que tu as vécu ce truc-là d'être dans une appartenance vietnamienne Moi, en fait, donc mon père est vietnamien, ma mère est bosniaque. Ouais. Je suis asiatique. À l'inverse d'elle, on est toutes les deux eurasiennes. Mais là, elle me dit, mais tu viens pas du Pérou? Eh non, je suis asiatique. Et en fait, à la maison, donc du côté de mon père, j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère vietnamienne, mais aussi ma grand-mère bosniaque. Et donc cette culture-là d'Asie, j'ai grandi avec, mais comme j'ai grandi avec la culture de France, comme j'ai grandi avec la culture bosniaque.
Donc, je me suis jamais vraiment, moi, beaucoup posé les questions de mes origines parce que je les vivais, quoi. C'est juste, à l'école, dans ton l'épisode 13 de Bonne Mie, dans lequel je parle, où je dis, c'est quand t'es petit que les autres, ils te renvoient à tes origines. Mais toi, pour toi, tu vois, t'es comme tout le monde, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, genre, nous, on s'est rencontrés via Instagram, mais surtout, et grâce à un texte que tu as écrit et que tu as posté sur les réseaux sociaux, qui parle en fait de tes multiples cultures. Pourquoi à ce moment-là, tu as eu envie d'en parler alors qu'avant, c'est juste un bain dans lequel tu étais là, où tu baignais? Parce qu'en fait, c'était le moment où, tu sais, il y avait beaucoup d'agressions qui étaient faites envers les gens de la communauté asiatique et où aussi, on pensait qu'ils étaient toujours avec des poches pleines de billets, de bijoux, de ce que tu veux, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se faisaient attaquer et en fait, c'était une communauté qui a toujours été invisibilisée et qui s'est rendue invisible aussi. C'est pas juste elle a été invisibilisée, elle s'est rendue invisible parce que fallait se faire discret et en fait c'est en voyant les manifestations justement pour protester contre ça, pour dénoncer les agressions ainsi de suite, que je me suis rappelé. Et comme quoi des fois tu sais tes souffrances tu les mets un peu de côté, et je me suis rappelé que j'ai souffert vraiment du racisme quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant ça se voyait plus que j'étais asiatique qu'en grandissant. Et on m'appelait Jackie Chan, bol de riz, Chung Chung, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et c'est à ce moment-là que justement que j'ai fait ce texte-là. C'est comme si en fait tous tes souvenirs un petit peu enfouis que t'avais foutus sous le tapis, et ça remontait. Toi, t'as vécu des choses comme ça, Laetitia ? Oui. Moi, ce qui me dérangeait, c'est vraiment, je pense que, et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu animée jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ma quête d'identité, parce que du coup, j'ai l'impression que j'étais à l'aise nulle part. Dans ma famille française, j'étais l'asiatique, dans ma famille asiatique, j'étais la française. J'étais un peu à l'aise nulle part, et quand je disais que j'étais chinoise, on me parlait mandarin, et je ne sais pas parler mandarin. Donc, tu sais rien faire. Je ne sais rien faire, et je ne suis pas à ma place nulle part. En revanche, le créole... Elle le maîtrise. Je suis à ma place. Tu t'es trompée de communauté. C'est un caméléon. C'est une romance. Pas du coup, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que j'ai voulu peut-être m'identifier à d'autres communautés, cultures. Parce que la mienne, je la connaissais pas. Et puis, tu venais d'un quartier où il n'y a pas beaucoup d'asiatiques non plus. Hein. Et non, voilà, tu il n'y en avait pas. Alors, je venais du 77, mais pas du 77 connu et reconnu pour les Asiates. Pour les Asiates. Et puis, il y a aussi un autre truc un peu bizarre, c'est-à-dire que ma mère... Alors, on l'appelle avec ma sœur Gwendoline, parce que du coup, ma mère se prend vraiment... En fait, elle a vraiment adopté son pays d'adoption, la France. Et du coup, Gwendoline, du coup, elle est pas... elle va pas me dire ou elle me transmettre cette envie d'aller, par exemple, au Cambodge, puisqu'elle n'est jamais retournée au Cambodge. Depuis qu'elle est partie, elle n'est pas retournée au Cambodge. Non. Mais toi, par exemple, Linda, c'est intéressant, parce que du coup, nous, on est eurasiennes, mais toi, comment... toi, je sais pas, t'es retournée à quel âge déjà au Vietnam ? Peut-être pour toi, c'était déjà tôt ? Alors déjà, du coup, moi je suis vietnamienne, mais du Cambodge. Et ça, je l'ai su que récemment. Avant, je m'en rendais pas vraiment compte. Avant, c'était plus je suis vietnamienne parce que je parlais vietnamien et que la langue principale, c'était le vietnamien à la maison, dans la famille et tout ça. Et que depuis que je suis petite, je vais au Vietnam. Donc j'ai toujours pensé que c'était mon pays. Sauf qu'il y a quelques années, je me suis rendu compte que non, mes parents, ils n'ont pas quitté le Vietnam pour aller en France. Ils ont d'abord quitté le Cambodge pour aller au Vietnam. C'est fou, hein ? Pour aller en France. Et donc, du coup, c'est arrivé très tardivement. D'accord, t'es une Cambodgienne du Vietnam, en fait. Non, je suis une Vietnamienne du Cambodge. Parce que t'es dit, ils ont quitté le Cambodge pour aller au Vietnam, pour aller en France. Oui, mais c'est une famille vietnamienne qui habitait au Cambodge. Et donc du coup je suis pas du coup elle est cambodgienne comme moi. Ouais, un peu plus elle était tête chou.
Mais et du coup voilà, et du coup en fait la première fois que j'ai été au Cambodge, ça a été une grande découverte pour moi, parce que déjà il y avait beaucoup d'injonctions et de peur de la part de ma mère, parce que elle, tout ce qu'elle me disait du Cambodge, c'est hyper dangereux, tu vas voir, il y a des gens avec des fusils, tout ça. et en fait, c'était le Cambodge qu'elle avait quitté. Ouais. Et qui avait évolué entre-temps, quoi. Ouais. Mais en fait, quand tu quittes un pays, t'as l'image de ce pays à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'avais d'un autre côté tous mes potes qui me disaient « Oh là là, les temples d'Angkor Wat, mais c'est magique, c'est trop beau et tout ça ». Et je fais « Mais c'est dangereux ou pas ?» Il fait « Bah non, c'est pas dangereux ». Et donc j'étais partie avec cet a priori quand je suis allée au Cambodge pour la première fois il y a 10 ans, en me disant « Ouh là là, faut que je fasse attention, et surtout, faut pas que je dise que je suis vietnamienne ». Parce que voilà, il y a des enjeux et tout de guerre où il y a voilà, des conflits un peu régionaux. Et j'y suis allée et j'ai trouvé que les gens étaient hyper sympas avec moi. Et ça Parce qu'ils savaient pas que t'étais vietnamienne. Exactement. Mais non, et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à embrasser cette culture cambodgienne que j'avais jamais en fait touchée, quoi. Pour moi, j'étais que vietnamienne, j'étais à 100% vietnamienne. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Qu'est-ce qui m'a le fait que ma mère, en fait, ce qu'elle avait pas envie que tu fasses. Ouais, c'est d'aller dans l'opposition. Tout à fait. C'est la rébellion. C'est la rébellion, tout à fait. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'avais des amis qui visitaient parce qu'ils me disaient que c'était magnifique. Et puis, je sais pas, j'avais aussi cet appel où j'avais envie d'y aller et de découvrir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est fait vraiment de manière diluée, où j'ai commencé à lire le livre de Long Hung qui First They Killed My Father. Qui parle du Cambodge et qui parle de sa fuite. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait mes parents avaient vécu ça. C'est dingue, hein. Avant ce livre-là, je ne savais pas. Mais c'est là que vraiment tu dis que le cinéma... que en fait les objets culturels te permettent de répondre en fait à une quête identitaire en fait, c'est-à-dire le livre. Ensuite il y a eu le film de Angelina Jolie, donc qui a pris ce livre pour en faire un film, et je me suis abonnée sur Netflix uniquement pour ce film et ça m'a transcendée. C'était waouh. Donc en fait c'était ça, et je ne savais pas qu'avant la guerre du Cambodge, le Cambodge était la perle d'Asie du Sud-Est, comme on l'appelle, où la culture, le niveau culturel, il y avait des cinémas, il y avait les années yéyé là-bas, enfin tu vois, les gens ils avaient des pattes d'EF et tout ça, machin, enfin tu sais, ça vibrait en fait dans toute la région. Pour moi, le Cambodge, ça a toujours été un pays pauvre et basta. Et en fait, au fur et à mesure des années, et bien entendu, Banh Mi a contribué à ça, je me suis de plus en plus intéressée à quel est le pays dans lequel mes parents sont nés et ont grandi. Et c'est là que j'ai appris que mon père venait d'une famille riche, il apprenait le français, il a appris à nager au Cambodge, c'est comme ça qu'il est devenu maître nageur en France. Mais voilà, c'était une partie pas sombre, mais en fait qu'on m'avait jamais raconté tout simplement. Et donc du coup que moi, petit à petit, je mets des points à cette histoire en fait. Mais toi, t'avais pas, je sais que t'es retournée donc récemment, mais c'était une opportunité, ou est-ce que derrière cette opportunité, parce qu'il y a toujours une opportunité, il y avait quand même une envie derrière cachée, en fait, il y a une opportunité de stand-up, de plateau stand-up qui s'est fait au Vietnam, auquel j'ai été conviée. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'y aller vu que je n'y suis jamais allée. Et en fait, moi, le Vietnam, je voulais y aller avec mon grand-père ou mon père et ainsi de suite. Après, la vie faisant et les complications familiales, voilà. Puis mon père est décédé entre-temps. Donc du coup, tu sais, c'est comme si tu vas chez quelqu'un qui n'est pas là, quoi. C'est un peu bizarre. Tu te sens pas d'aller chez quelqu'un qui n'est pas dans sa maison, quoi. Et là, ça me faisait la même chose. Et je me suis dit, vas-y. Mais j'appréhendais vachement d'aller au Vietnam. C'était... Avant de partir, c'est genre je pleurais, quelque part je voulais pas y aller. Vous voulez que je continue? et en arrivant là-bas, c'était un peu particulier parce qu'en fait, tu respires une odeur que tu connais un peu d'une certaine manière. Il y a la nourriture que tu connais,
La langue que tu connais, je la parle pas, mais je sais que c'est du vietnamien. Des gens que tu connais, c'est ta tante, c'est tes oncles, c'est ton père. Enfin, tu vois, c'est particulier. Et on a fait le premier soir plateau stand-up, c'est très bien passé et tout. Et les gens venaient me voir à la fin en me disant, mais c'est la première fois que tu viens au Vietnam, mais ça va, comment tu te sentais? Et il y avait une intensité très forte chez eux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont? Oui, non, ça va. Non, tu vois, je m'attendais vraiment à ce que ça me bouleverse. Et ça ne m'a pas bouleversé. Et donc, je me suis dit, non, en fait, ça va. Et le deuxième soir, on joue. Et c'est moi qui host. Ça veut dire c'est moi qui présente la soirée, qui doit lancer l'animation et tout. Et il n'y a rien qui passe. Tu sais, un mur. Et je me cogne un mur, mais c'est pas le mur des gens. C'était mon propre mur à moi. Je pense que j'avais bloqué les émotions et que je voulais rien ressentir. Et quand tu veux rien ressentir, tu fais rien ressentir non plus. Et c'était une soirée très bizarre et tout. Et on se retrouve dans un petit restaurant après la soirée où je mange des pinces de crevettes, tu sais, je me tâche. Je commence à essuyer et là, je sens une émotion, mais une boule d'émotion. C'est pas une émotion, c'est, ça vient du ventre, ça vient des entrailles, ça vient du plus profond de ton être, quoi. Et là, je commence et je dis, je reviens. Je pars marcher dans Saigon. Je commence à pleurer. Je me sentais étrangère dans un environnement qui m'était pourtant si familier. C'était bizarre, hein. Et ça me fait, faites chier. Je dis, on pleure pas ici, merde. Et j'appelle Linda. Et elle me dit, ça va? Je dis, non, je sais pas ce qui se passe. Et en fait, j'étais complètement déboussolée de l'intérieur. Et en fait, tu dis, en fait, je me suis pris mais le retour en pleine tête, quoi. Et tu m'as dit, Linda, j'ai des choses à faire, rappelle-moi plus tard. Et on était en train de faire des soins, je m'en souviens. Soins du visage. Ah oui, parce qu'il y a 7 heures d'écart en plus. Il y a 7 heures d'écart en plus. Et elle me dit, mais c'est normal. Je sais plus trop ce que tu m'as dit. Mais je me souviens que ça m'avait fait du bien de t'avoir, parce que je me rappelle, j'étais au milieu d'une rue, mais comme je voyais des gens passer. Et c'était horrible. Et ce soir-là, mais genre, j'ai pleuré 6 heures de suite, où l'organisateur qui s'appelle Mathieu, qui est franco-vietnamien, qui lui est retourné vivre au Vietnam, m'a dit, mais je n'ai pas compris comment t'as pas craqué avant en réalité. Chaque Vietnamien qui revient au Vietnam, il ressent quelque chose de très très intense, et que ce soit lui ou même son père qui lui est né là-bas, a quitté le Vietnam, il me dit on prend tous une claque. Et il y a un truc que j'avais pas saisi, moi, c'était la notion de l'exil. Tu vois, pour moi, ma famille, elle a toujours été en France. Je sais qu'ils ont fui la guerre. C'était en 50... je sais pas, mon père il est né en 54. Ils sont partis en 59 ou 60, tu vois. Et ils sont partis en Allemagne d'abord, et puis après en France. Et en fait, j'avais jamais capté à quel point ça a été un arrachement de partir de chez soi, en fait, où peut-être tu reviens plus, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour ma grand-mère. Elle est jamais retournée au Vietnam. Elle a jamais pu dire au revoir à son père, à sa mère, à ses sœurs, ou tu vois, ses frères et tout. Et en vrai, on se rend pas compte. Tu sais, quand tu vois toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui dans le monde et ainsi de suite, tu te dis, mais tu sais, tu vois des mecs à Porte de la Chapelle, tu dis, vas-y, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une pièce et tout. Tu sais pas ce par quoi ils ont traversé, ce qu'ils ont quitté pour pouvoir aspirer à quelque chose de meilleur, et aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve qu'on prend avec beaucoup de légèreté ces climats de guerre qui peuvent nous revenir en pleine face dans peu de temps, en réalité. Et c'est là que j'ai compris, en fait, toute la culpabilité qui se transmet de génération en génération aussi, parce que, tu sais, des fois, t'es habité par une culpabilité, et c'est pas forcément la tienne, en fait. Et que ma grand-mère, elle soit partie, qu'elle soit jamais revenue, tu vois, c'était des questions que je m'étais jamais posées avant de mettre un pied là-bas. Et aussi, quand t'es eurasien, que tu retournes dans ton pays, là-bas, en fait, moi, ici, je me suis jamais sentie reconnue.
on m'a toujours dit que je ressemblais à quelque chose, mais on n'a jamais su me dire à quoi. On va me dire Eva Mendes. Eva de la race. On va me dire, tu vois, à des mannequins célèbres. Mais jamais à une asiatique, tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, je vais avoir la réponse, tu vois, je vais être reconnue par les miens. Même pas, ils me reconnaissaient pas. Je disais, mais moi je suis vietnamienne et tout. Et une dame, elle a dit quoi? Elle a dit, hein? J'ai dit, si, Vietnam. Nguyen Viet, une famille. Toi, Là, tu vois, pourquoi j'étais trop grosse pour être vietnamienne? On m'a dit, toi, Tu vois, et en fait, tu te dis, en fait, il y aura nulle part sur cette planète un endroit où je me dirais, je suis chez moi, à part à l'intérieur de moi, en réalité. Donc, je pourrais aller dans n'importe quel pays du monde. Il n'y a pas, tu vois, il y a qu'une famille de cœur que tu peux avoir, mais une famille d'origine ou de machin, ouais, tu vas être lié peut-être par des goûts culinaires, par des sons, par des musiques, par des choses, mais en vrai, l'amour, il n'est pas à ce niveau-là, et là où tu te sens bien, bah, c'est pas forcément là d'où tu viens, génétiquement parlant, on va dire, ou culturellement parlant. En tout cas, moi, mais j'y retournerai au Vietnam. J'ai envie de découvrir. Il y a des choses qui ont fait écho en moi, où je me suis dit quand même sur certaines choses, c'est un peu chez moi, mais c'est ouais. Et j'y suis pas retournée là d'où venait ma famille. On n'avait pas le temps parce que on avait du succès tous les soirs. mais je me suis dit j'y retournerai avec vous. On fera une émission spéciale Tata. Appel aux sponsors, si vous voulez nous faire partir au Vietnam. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Les Asiatiques de France. Toi, Laetitia, comment t'as vécu cette première fois en fait au Cambodge? En fait, ça me parle vraiment. Pourquoi on fait cet épisode? Je pense que c'est intéressant parce que moi, en fait, ça va vraiment aller chercher chez moi ma quête identitaire. Je pense que je parle beaucoup d'identité depuis très très longtemps et c'est quelque chose en fait qui m'anime et en fait comme disait Candy, quand on est eurasien on est nulle part en fait et partout à la fois et en fait moi ma mère elle est encore là mais elle veut pas aller au Cambodge donc c'est assez difficile en fait pour moi de dire pareil d'aller chez elle sans elle mais bon du coup je l'ai fait pour plusieurs raisons. Et l'argent. Non, il y en a une qui m'anime aussi depuis un petit moment, c'est que j'ai envie d'être maman et c'est un parcours assez difficile pour moi. Et je me suis dit, en fait, si je vais là-bas, peut-être que ça va débloquer quelque chose, en fait, de savoir un peu d'où ma mère vient, en fait, aller un petit peu à la racine. Et quand j'étais là-bas, en fait, dès que j'ai atterri, en fait, j'ai pleuré. Et je me suis dit, c'est assez dingue parce que du coup, là, je suis vraiment dans un endroit, donc à l'aéroport, où est partie ma mère, où, comme tu dis, en fait, elle est partie en se disant, je vais peut-être pas revoir les miens. Voilà, et je vais jamais revenir. Et moi, là, je reviens comme ça, innocemment, en vacances. J'ai pris ma crème solaire. Voilà. Puis en plus, on est venu me chercher à l'aéroport. Donc quelqu'un de l'État. Ah bon? VIP. La police. Mais du coup, ça m'a fait encore un effet. C'était sympa, c'est une amie qui me l'a envoyé, mais du coup pour m'accueillir. Mais moi, ça m'a fait l'effet en fait de touriste. Non, l'effet inverse, c'est-à-dire que ma mère en fait a été accompagnée finalement, fuit en fait, c'est un gouvernement et moi je suis accueillie par le gouvernement et je suis là en short, tout va bien. Je trouvais qu'il y avait une dissonance en fait je me dis c'est bizarre en fait. Et puis après, en fait, on a visité le Palais Royal et là, j'ai appelé ma mère en FaceCall. Et je lui dis, donc j'ai mis la caméra et puis elle me dit, mais t'es où? Parce que du coup, à la base, j'étais partie en Thaïlande en vacances. Elle ne savait pas que t'étais au Cambodge? Je lui avais dit, mais pas trop, je savais pas. Parce qu'en fait, comme toi, en fait, je crois que j'avais peur. Tu vois, tu sens le truc, t'as envie d'y aller, mais t'es là. Oui, ça. Parce que tu dis, il y a peut-être des réponses. Exactement. Que si jamais je les ai pas là-bas, je les aurais jamais. Voilà.
Bon, du coup, ça l'a surprise, elle a regardé, puis elle m'a dit tourne la caméra, tourne, va, avance, tac, 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 va dans telle rue. Bah voilà, en fait, c'est de là que. Bah, c'est là où j'ai grandi, etc. Et là, tu dis waouh, ça y est, quoi. T'es là, t'es sur les pas de ta mère, en fait, de tes parents. Et puis comme tu dis, est-ce que ça répond à quelque chose? Je sais pas, en tout cas pas sur le moment. Et, bon, bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, mais sur le moment, tu dis bon bah ok, ça y est, c'est bon. Tu continues à visiter. J'ai visité les temples d'Angkor qui effectivement sont oufissimes. Et c'est en revenant en fait. En revenant, ma mère me passe un coup de fil et là, en fait, me fait des révélations et en fait... Je suis japonaise. Ça ne servait à rien d'aller là-bas. J'étais mitonnée. Congolaise. C'est pour ça que tu aimes les Renois. Mais de quelle ta mère t'appelle? Ma mère m'appelle. Elle me dit que ce n'est pas ma mère. Non, l'horreur, tu sais. Non, elle me fait des révélations et du coup ça me déconstruit tout ce que j'avais construit. En fait, je m'étais imaginée comme une princesse Sarah déchue du Cambodge et elle me disait en fait qu'elle m'explique là que bah en fait elle était contente de partir du Cambodge parce que c'était un climat de guerre de guerre depuis longtemps, pas forcément. Moi, j'avais vraiment vu comme à la télé, comme effectivement le film d'Angelina Jolie, comme un coup d'État. Mais en fait, il y avait un climat depuis des années qui était très, très difficile, avec donc une politique instable, des règles en fait que ma mère n'a jamais aimées, c'est-à-dire beaucoup de bakshish, quoi, et ma mère en fait, quand elle part de là-bas. Moi, j'ai toujours imaginé ça comme un déchirement. Oui, il y a eu un déchirement, mais ma mère, elle a vécu ça comme une opportunité, quoi. Et une libération. Et moi, j'étais là, mais c'est un truc de dingue, en fait. Tout ce que j'ai rêvé, imaginé, bah, tu le détruis et... Fantasmé parce qu'on t'a pas raconté aussi. Exactement. Ouais, on fait nos propres films sous notre propre regard, on se raconte nos propres histoires, quoi. Ouais. Déjà, quand on te met face à une réalité, tu l'arranges à ta sauce. Alors, surtout Linda. Oui, c'est pour ça qu'elle fait des podcasts. mais alors en plus, quand on te dit pas, bah tu peux que t'inventer en fait. C'est ça. Mais du coup, ce retour aux sources, c'est vraiment pour moi une réponse à une question sur mon identité. Et en fait, je pense que la question sur l'identité, elle est très très importante, quoi. En tout cas pour moi, et je sais pas, je trouve que c'est si tu sais pas qui tu es, comment tu fais pour avancer, quoi. Ben ouais, moi je vois pas ça comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas si c'est important pour moi de savoir si je suis... Enfin, effectivement, tu vois, genre le fait d'avoir été au Cambodge me permet de creuser ma curiosité sur ce pays et sur ce qu'il a été. Et j'ai eu cette sensation, comme toi, quand t'es arrivée à l'aéroport, de t'imaginer ta mère en partir. Et moi, en fait, j'ai couru un semi-marathon la dernière fois que je suis allée au Cambodge. Toujours plus seule. Toujours plus, ouais. Toujours meilleure que les autres. Plus 50 km de vélo, en côte dans les cailloux, dans le temple, sur les coudes, sans vélo. Mais non, mais du coup, quand je courais, je m'imaginais en fait la vie que mes parents auraient pu avoir. Et je me disais, mais moi, j'ai payé pour courir. Le concept de payer pour courir, c'est un peu bizarre chez les Asiates. Mais en plus, j'étais en train de m'imaginer mes parents qui fuyaient et qui potentiellement pouvaient courir sur la même terre, en fait, pour fuir quelque chose. En payant pour partir de l'autre côté. Voilà, c'est ça, pour partir de l'autre côté, exactement. Et moi, c'est pas l'identité sur ma culture. Ça, c'est la première lecture, mais la deuxième lecture, c'est plus déclencher de l'empathie et de la compassion pour tes parents, pour mes parents et pour ma mère. Et en me disant, ok, donc si ma mère toute sa vie elle a voulu sans cesse travailler sans arrêt, c'est parce qu'elle a vécu ce moment-là de fuite
où elle devait survivre. Et donc du coup, quand elle est arrivée en France, elle n'avait pas d'autre choix que d'y aller, que d'être à fond dedans, quoi. Et voilà, c'est ça que ça m'a provoqué. Oui, parce que du coup, tu comprends mieux son comportement, tu comprends mieux son caractère, tu comprends mieux sa dureté. C'est ça. Peut-être, éventuelle, je sais pas, je C'est connais ça. pas ta mère, mais en tout cas, les Asiatiques qui ont fui ça, ils sont dans... Toi, Pas tu peux- tous, hein, mais... De ceux que j'ai côtoyé, je parle Ouais. de ma famille en tout cas, dans une sorte de dureté, d'une sorte de, tu vois, il y a pas trop de place pour la douceur, on va dire, mais il faut vivre chaque jour et t'as des enfants à élever, C'est ça. Mais moi, ma mère, elle m'a dit un truc quand elle m'a appelée pour me faire des révélations sur la famille. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, écoute, maintenant tu sais, maintenant tu fermes la porte et t'avances. Et en fait, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fermé cette porte parce que je n'avais pas le choix. Donc toi, tu ne vas pas faire marche arrière. Tu vas avancer et en fait, c'est ça la vie, en fait. C'est avancer. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, ma mère est très, 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 très dure. Il y a peu d'affection, mis à part en me donnant de la nourriture. Du riz, c'est un bisou. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'empathie vers elle, en fait. Je me sens... Plus proche d'elle. Oui, et puis... en tout cas, dans une meilleure compréhension. Reconnaissante aussi, parce que du coup, je vois les sacrifices, je pense comme toi. On voit les sacrifices qu'ils ont faits, quoi. Et tu dis, bon, ok, respect. Moi, par rapport à la quête d'identité, je me suis jamais attachée à l'histoire. Parce que je pense que l'histoire, c'est quelque chose qui est enfermant. Et effectivement, on a besoin... Pas forcément, en fait, pour moi, de savoir d'où l'on vient. Quand on sait d'où l'on vient, c'est sûr que on a des questions qu'on se pose pas. Mais après, ce que moi, je fais pas, c'est sacraliser l'histoire. Et du coup, rester dans cette histoire et rester bloqué dans cette histoire qui fait qu'après, tu n'évolues pas, tu ne changes pas, tu vois, maintenant, toi, tu as une vie aussi à faire. Tu comprends mieux peut-être tes parents, tu te comprends mieux sur certains aspects. Moi, des fois, j'ai des aspects un peu raides aussi, un peu... voilà, je sais un peu mieux d'où ça vient. Mais pour autant... l'histoire, c'est pas quelque chose qui me définit. Et je vais pas dire, je raconterai pas cette histoire si j'avais des enfants, à mes enfants, pour dire, regardez, machin. Je le dirais comme un fait, mais pas comme un socle fondamental pour ton évolution. Mais après, ça n'engage que moi. C'est comme ça que je vois les choses. Ça me permet de mieux comprendre mes parents, ça me permet de mieux comprendre mes grands-parents, ça me permet de mieux comprendre certains aspects de ma personnalité et de ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, mais ça ne me définit pas pour qui je suis aujourd'hui et pour demain. Il y a d'autres choses qui m'ont nourri et cette histoire-là, je ne veux pas la légender, quoi. Ça fait partie d'un cycle. Ouais, c'est la construction de plein de choses à la fois. Et tu as du transgénérationnel qui t'a été transmis par ta grand-mère, par ton père et par toi, enfin par ta famille, comme toi, comme moi et tout. Je pense que c'est additionné en fait. Tout ce qu'on vit qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. A quand même un impact sur nous un peu qu'on subit en fait au final. Et tu crois pas si bien dire, parce que quand je suis partie comment ça s'appelle à La Réunion. À La Réunion, il y avait une dame, c'était comment ça s'appelle, tu sais, les kinésiologues ou kinésithérapistes ou je sais plus, en fait, c'est des gens qui travaillent avec la mémoire du corps. Kinésiologue, voilà, travaillent avec la mémoire du corps. On fait tout un tas de travail, déjà t'arrives, tu veux de l'eau, oui, et là tu te m'as pleuré, tu dis oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis elle fait tout un travail de plein de choses, elle me dit vous avez une force culpabilité, tout ça, vous avez une grand-mère, oui j'ai une grand-mère, elle a perdu des enfants. Elle a quitté un pays, elle a perdu des enfants et tout. Moi à qui je pensais, ma grand-mère qui était encore en vie, ma grand-mère bosniaque. Je dis, elle a quitté un pays, oui, elle a perdu des enfants, je sais pas quoi, tu vois. Et donc on fait tout un travail sur ça par rapport à elle et tout. Et puis après je rentre en France et je raconte ça à ma grand-mère bosniaque. Et je lui dis, Baba, il y a une dame, elle m'a dit ça a été un arrachement pour toi et tout. Elle m'a dit, n'importe quoi, Jean écoute n'importe quoi, faut pas toujours écouter la colonnerie et tout ça, tu vois. Je me dis, bon, peut-être que l'autre elle était nulle et que voilà. Et 2 mois plus tard, ma mère elle me dit, je l'ai au téléphone et j'étais sur Insta, elle me dit, peut-être tu t'es trompée de grand-mère.
Peut-être c'est ta grand-mère vietnamienne. Moi, j'étais là, ma grand-mère vietnamienne. Mais oui, parce qu'elle, sur 9 enfants, il en restait 4. D'accord, donc c'est beaucoup. Effectivement, elle n'est jamais retournée au Vietnam, force culpabilité, arrachement au pays, ainsi de suite. Et au moment où ma mère me dit ça, sur Insta, il y a un compte qui se rajoute, ça s'appelle Banoy Kitchen. Et comment j'ai appelé ma grand-mère quand j'étais petite? Banoy Kitchen, la meuf. Je l'appelais Kitchen. Et en même temps, elle était toujours dans sa cuisine. Donc l'ensemble allait plutôt bien. Banoy Kitchen. Et là, je me dis quand même, les petits signes de la vie, quand même, tu vois. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses qui t'habitent malgré toi. Et peut-être effectivement que de le traverser, de le savoir, en tout cas d'avoir la possibilité aussi de t'en libérer, je pense que c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on en retient alors de ce retour aux sources, les tatas? Alors moi personnellement, je retiens qu'il ne faut pas fantasmer ce retour aux sources. Ouais. J'ai cru que tu allais revenir. Mais que c'est important et c'est pas important pour tout le monde. Et ça, il faut le respecter. Donc je pense que le retour aux sources, c'est important si c'est important pour toi. Ouais. Et que et ça va pas forcément t'apporter des clés et que les clés, finalement, on les a déjà en fait à l'intérieur de nous. Et voilà. Et moi, c'était trop rapide pour que je puisse vraiment parler de retour. On va dire que j'ai eu un petit apéritif. Donc j'y retournerai au Toujours Vietnam. appel au sponsor. Toujours appel au sponsor. Non, mais parce que, alors en revanche, ce qui est bien là au Vietnam, c'est que quand tu as envie de faire un projet, tu as toujours quelqu'un qui te dit attends, je connais quelqu'un qui. Voilà. Tu sais, il y a un champ des possibles. Où ici, oui, mais toi, ton père, c'est qui? Ta mère, c'est qui? Pour pouvoir faire des trucs, tu vois. Alors que là-bas, on laisse la chance au produit. Après, bon, si c'est nul, c'est nul. Mais au moins, on te donne l'opportunité de. Et rien que cette mentalité-là, moi, j'ai vraiment adhéré. Et en ça, peut-être, je suis plus vietnamienne avec ma génération d'aujourd'hui que j'en aurais pu l'être avec la génération de mes parents. C'est sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Moi, ce que j'en retiens, c'est de combler, en fait, de réécrire l'histoire. Parce que mon histoire que j'avais quand j'ai grandi, c'est pas la même histoire que j'ai aujourd'hui, en fait, pas du tout. Un autre livre. Ouais, c'est un autre livre. Et je trouve ça juste fascinant, en fait. Et te dire que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur ta famille ou sur toi-même. Rien que ça, je trouve ça cool, quoi. Parce qu'on est toujours l'évolution de quelque chose. Et après, moi, personnellement, j'aimerais bien retourner au Cambodge parce que c'est vrai que même si j'allais au Vietnam très régulièrement quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, j'ai un lien qui est assez fort avec le Cambodge alors que c'est récent. Mais genre tout de suite, j'étais très accueillie et très enveloppée par plein de gens que j'ai rencontrés au Cambodge, qui n'a pas forcément été le cas quand j'étais au Vietnam. Et ils sont pas très enveloppants au Vietnam. Pas vraiment, c'est pas dans la mentalité. C'est pas dans la mentalité. Ouais, c'est ça. Tu vis au milieu d'eux, oui. mais c'est pas ça va, viens, tu vois. C'est ça. J'ai l'impression que les Cambodgiens sont un peu plus sentimentaux. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est une terre aussi d'avenir, de beaucoup de potentiel. Et ce truc-là de l'âge d'or du Cambodge, comme on en a parlé dans un épisode avec un de mes invités qui s'appelle Soy Vissal, ça m'intrigue. Et j'ai envie de creuser là-dessus et de pourquoi pas, tu vois, genre, je sais pas si, mais j'ai l'impression que c'est en train de renaître. Le fait que culturellement il y a des choses qui se passent au niveau de la musique, du cinéma, des choses comme ça, et c'est en train de se passer. Et j'ai envie de vivre ça, d'être là-bas pour le vivre. Alors moi, c'est bizarre, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi envie de vivre là-bas. Et même avant, cette envie est venue même avant de retourner là-bas dernièrement. Et c'est la première fois quand même que je peux dire quelque part, en fait, je viens de là. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça très, très agréable, en fait, de me sentir quand même connectée. Comme si vraiment, tu vois, j'avais un puzzle et hop, j'avais mis la dernière pièce. Et voilà. Donc, du coup, on va vivre au Cambodge. Salut, Candy. Je vais devoir venir. Merci les tatas, c'était un épisode hyper cool, intime. Vous coupez les moments où je pleure. Ouais, non, pas du tout. On va faire des zooms sur tes larmes, mon gros bébé. T'arrêtes. Tu dis pas que je suis un gros bébé. Merci les tatas.
Tata. Et puis, merci à vous de nous suivre encore sur ces épisodes des Tata. On a vraiment à cœur de partager avec vous ce qui nous traverse et de le vivre ensemble comme à la maison. Et on se retrouve bien évidemment sur Instagram, sur TikTok, YouTube, avec Banni Podcast et Banni Média. Merci. Et sur Bitcoin. Et Bitcoin. Et Tata Tinder. Bitcoin. Ah non. Non. C'est laquelle qui est privée? De quoi? Pour les artistes? Ouais. Je sais pas. Mais je sais qu'il y en a une. À bientôt dessus. Merci.